Et qu'est-ce qui coule dans les échos? C'est le Covid-19 qui devient de plus inquiétant par la presse. C'est reparti. Est-ce vers une deuxième vague? On verra bien avec nos invités. Qu'est-ce qui coule encore dans les échos? C'est l'eau, mi-figue, mi-raisin. Les politiques sont-ils conscients des difficultés que vivent au quotidien la population? Et aussi, vacances au pays, que peut-on dire concrètement sur le plan culturel, social, sur le plan économique, sociétal? Bonjour la Guadeloupe, bonjour les invités du plateau. Allez, à vous. Bonjour Mandré, bonjour à tout un chacun, Monsieur Beauchamp, Monsieur Agapé, Monsieur Barbin-Claudius. Le docteur Malespine nous rejoindra dans un moment. Bonjour Monsieur le sociologue Raymond Otto, et qu'on a pu joindre parce que c'était pas facile, mais ça s'est fait naturellement. Bonjour Chantal, on t'avait promis de te donner encore un temps de parole, et tout naturellement, quand je t'ai appelé, tu as répondu présente. Bonjour à la Guadeloupe, l'indépendance. Désirade, Marie-Galante, les Saintes Terres de bas, terre de haut, nous disons à Canal 10 au grand bonjour et bienvenue dans l'émission Macanal. Alors, Alain, j'ai sur le plateau monsieur Joseph Agapé, monsieur qui est luthier, et monsieur Barbin, fabrication de cas, et bien sûr notre commentateur monsieur René Beauchamp. Oui, alors on va s'adresser d'abord certainement à notre sociologue monsieur Otto. Monsieur Otto, oui, alors le Covid-19, on dit le Covid-19 est inquiétant par la presse. Est-ce qu'on nous fait peur? Et on dit qu'on ne maîtrise pas les choses, les anti-masques commencent à se mobiliser. Où en est-on véritablement, monsieur Otto, si vous en entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 pour le MAG. Alors, la question du Covid-19, c'est vrai que depuis le départ, on a l'impression que la communication faite par les instances officielles est une communication complètement floue. Je ne pense pas que d'ici le 11 mai, les choses ont beaucoup changé, beaucoup bougé, puisqu'on s'est bien rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes, que ce soit au niveau de la circulation, que ce soit au niveau de l'ouverture des frontières. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été décidées parce que simplement on voulait faire prévaloir l'économique sur la santé des gens. Donc ça aujourd'hui, il faut qu'on assume pleinement les conséquences. La deuxième chose qu'il convient de dire, c'est qu'en fait, le Covid-19, c'est vraiment une chance puisque ça nous permet de voir réellement quelle est la place du département dit Guadeloupe dans la Grande France, puisqu'en fait, depuis 1946 et depuis les deux décentralisations, on s'est bien rendu compte que c'est cette décentralisation et que la France restera toujours un pays jacobin qui va décider pour nous. Aujourd'hui, on se retrouve à moins de 3 semaines de la rentrée avec une incertitude, puisqu'on a parlé dans des titres de l'eau. L'eau qui est une arlésienne, qui est pour moi même une chimère, puisqu'en final de compte, l'idée qui est derrière les services de l'État, c'est que forcément, ça ne va pas être un service qui soit géré par le territoire, mais encore par une multinationale, qu'on le veuille ou non. Ça stresse et de toute manière, toutes les combines qui ont été mises en place cette année le montrent bien. Donc là aussi, on n'a pas les leviers, selon moi, et donc forcément, ça va être compliqué. Alors revenons sur le Covid. Je disais que c'était une chance pour nous parce que simplement, on est archipélagique. Donc en fait, la manière dont on va traiter le Covid sur le territoire dit continental de la Guadeloupe, ce n'est pas la même chose qu'on va faire dans les dépendances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons tellement de problématiques de santé à régler avant. On a la dengue qui revient chaque année et qui, depuis novembre dernier, nous renvoie, selon les chiffres du Front Santé, je crois, entre 8 000 et 10 000 cas. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il y a d'autres problématiques de santé que le Covid. Et la troisième chose que j'ai envie de dire, c'est en regardant les protections qu'on a pour les différentes problématiques. Exemple, lorsqu'on regarde que le masque, le fameux masque qu'on nous propose, dessus, il est marqué qu'il n'est pas bactériologique, donc en fait, il ne protège en rien.
Et pour revenir sur le questionnement tout à l'heure entre les anti-masques, c'est la hiérarchie juridique en France. En fait, un décret n'est pas censé être supérieur à une loi, sauf qu'on a une loi qui interdit effectivement de se masquer le visage. Vous vous souvenez, lorsqu'on faisait toute la campagne anti-tchador, anti-voile. Et aujourd'hui, on nous dit effectivement une obligation. C'est-à-dire, en fait, on est face à un système où, à défaut de pouvoir proposer des situations viables, on passe par la répression. Alors, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est quel est le taux de mort auquel on doit s'attendre pour qu'effectivement il y ait une décision réelle et sérieuse, parce que pour l'instant, on joue à Jojo Killer. Vous aurez vu effectivement que la situation n'a pas empêché qu'on change de préfet tranquillement, parce qu'en fait c'est une habitude. On change de recteur, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans une continuité de service de l'État, et on reste effectivement sur une géopolitique qui est classique. Donc pour moi, aujourd'hui, la réponse au traitement du Covid-19 doit venir de la société civile. Pas des politiques, puisqu'en fait, ils sont repartis sur le conseil départemental pour savoir s'ils vont être élus ou pas. Pas pour la région, parce qu'ils sont déjà pieds en cale-pied pour se faire réélire. Donc, mais bon, ça, on est déjà habitué avec les responsabilités de nos hommes politiques. Et je le dis sans embarras, parce qu'ils en sont conscients. Et je crois que c'est M. Slironet qui disait la dernière fois dans le MAG, ils sont tellement hors sol qu'ils ne se rendent même pas compte. En fait, ils ne seront pas dans la solution, mais ils sont plus dans le problème aujourd'hui, puisque leurs petits avantages prévaut sur le traitement d'une situation pour laquelle on s'intéresse beaucoup. On a une majorité de personnes âgées, donc ça veut dire des personnes avec déjà des comorbidités, donc d'autres maladies, et qu'il faudrait effectivement vraiment mettre l'accent sur cette prise en charge. Or non, on est là effectivement à pérorer, et comme si en fait on était sur une autre dynamique. Selon moi, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, à moins de 3 semaines de la rentrée, il y a tellement de choses sur lesquelles on devrait s'entendre. Déjà, est-ce que oui ou non les établissements ont été nettoyés? Ça, effectivement, personne n'en parle. On a l'impression que là aussi, il y a une communication officielle pour les journalistes, puisque ce n'est pas un sujet qui est traité. On est en période cyclonique officielle, mais même si on sait qu'effectivement que chez nous, il n'y a pas de période cyclonique, qu'on peut avoir des cyclones jusqu'à février, mars, avril. D'accord? Là aussi, il y a un silence qui est assez assourdissant. Et la troisième chose, c'est qu'on fait comme si tout était naturel et que le Covid était déjà passé. Non, on est rentré dans l'ère de la pandémie et il n'y aura pas de post-Covid. Il faut vraiment que les gens se mettent en tête qu'il y a une expression qu'une dame m'a dit qui la choque chaque fois de m'entendre la dire, mais je vais encore la dire ce matin. Il faut que les gens arrêtent cette forme de douchanterie qu'ils ont à vouloir faire tout et n'importe quoi, comme si on était dans un monde normal. Non. On est dans un monde où, effectivement, l'égoïsme social qui a été généré par l'économie doit laisser place à une solidarité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans un monde où tout le monde va survivre. On n'est pas dans un monde où la culture, selon moi, va pouvoir se relancer, puisque vous avez bien remarqué que culturellement, celui qui décide peut vous empêcher de faire sur votre territoire des pratiques culturelles, mais garder pour son territoire. Il y a toute une série de questions que le Covid nous oblige à regarder en face, sans forcément rentrer dans la polémique, mais en étant le plus objectif possible. Et on le voit très bien. Pour les collectivités, le plan de retour à l'activité a été une chose tellement compliquée, pourtant, même si avec mon ami Franck Garian, on s'en porte souvent sur cette question-là, avec nos super cadres qui étaient dans l'incapacité de réfléchir sur quelque chose qui est local, c'est-à-dire propre de nous, c'est-à-dire regarder en fonction de toutes les difficultés que nous avons, comment faire pour faire revenir les gens. Et ça va nous poser problème parce qu'on n'est toujours pas à 100% des personnels de nos collectivités, mais ni pour le rectorat non plus. On n'en parle pas, mais est-ce que les enseignants ont toutes les garanties aujourd'hui pour reprendre leur activité en duel avec les élèves? Est-ce que les familles ont préparé leurs enfants à rester toute une journée avec un masque? Est-ce que nos écoles qui sont restées depuis 50 ans sans amélioration, que chaque année on envoie en langue grecque, comment on va faire pour pouvoir faire cette rentrée-là? En fait, à 3 semaines, on est dans un flou artistique, comme si effectivement c'était normal. Alors je pense qu'effectivement, les gens, et singulièrement nos administratifs, doivent être vacances au pays parce qu'ils ont l'impression qu'on va commencer à gérer ça à partir de septembre. Et en fait, non. Aujourd'hui, on a besoin des réponses claires. Et je dirais une dernière chose, parce que, à mon sens, il est intéressant de le voir. La question de l'eau sera centrale, mais la question de l'eau ne sera pas centrale dans sa gestion. Mais c'est simplement dans la mesure
dans la mise en place des mesures barrières. Parce que pour l'instant, on a privilégié les produits hydroalcooliques, mais il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, les premières situations d'allergie sont en train de se poser pour la partie soignante. Et la deuxième chose, c'est qui va gérer effectivement l'approvisionnement en masques. Parce que là, pour l'instant, l'État et le gouvernement ont annoncé qu'il y avait une prise en charge, mais on se rend bien compte que c'est une vaste blague, puisque aujourd'hui, les gens ont des difficultés, sachant pertinemment s'il faut à peu près un masque tous les 4 heures, vous aurez remarqué que la population qui est la nôtre, ce n'est pas une population de nantis. On oublie toujours dans l'économie que nous sommes une population issue du monde rural et donc forcément avec des petites retraites et que soit on va laisser mourir nos vieilles personnes, puisque là, tout le monde se rencontre là-bas, mais personne ne veut traiter la question. La dernière fois que j'ai entendu, c'est qu'avec la CMU, on pouvait effectivement se rendre à la pharmacie pour pouvoir avoir des masques. Mais la question de la mobilité se pose chez nous, puisque nous avons désorganisé le transport. Et donc, forcément, la petite dame qui habite dans les grands fonds, elle ne pourra pas aller dans une pharmacie pour s'approvisionner. Donc, il y a toute une série de choses sur lesquelles on devrait mettre l'accent pendant cette période qui allait du 11 mai jusqu'à aujourd'hui. Et on s'est rendu compte, en fait, non, on a traité ça par-dessus la jambe, comme d'habitude, en disant effectivement que ça va venir de l'extérieur. Et aujourd'hui, on est face à un problème de santé publique. Oui, plus, puisque ce n'est pas le Covid qui m'intéresse, mais c'est plutôt la dengue. Et la dengue veut dire en fait que dans la période qui va être la nôtre, la période cyclonique, comment on va gérer ça? Donc en fait, on a suffisamment à faire et pourtant on a l'impression que tout le monde est en train de siroter, passez-moi cette expression. Voilà ce que je pouvais dire en liminaire de cette émission. Voilà, mais une très très bonne appréciation. Et en tous les acteurs, ce qui me plaît énormément, parce que là, on voit que on pose le doigt sur les vrais problèmes. Chantal, Christophe, infirmière libérale, quelle est ta vision, ton appréciation, déjà pas par rapport à Raymond, ton sociologue, mais par rapport à ce que tu vis au quotidien? Ton micro est fermé, Chantal. Ton micro est fermé. Chantal, ton micro est fermé. Chantal, ton micro est fermé. Bon, elle nous entend pas. Hein. Alors, on va revenir avec René, probablement, qui aura aussi la même question pour toi, René. Ton appréciation concernant cette problématique et bien évidemment, si peut-être il y a quelque chose à rajouter ou à illustrer par rapport à ce que disait notre sociologue Raymond Otto. Enfin, non, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que dit Raymond Otto. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qu'il a faite. D'ailleurs, il y a qu'à voir l'ordre problème à Covid vient poser en Guadeloupe qui a été passé. Hein. La télévision était préférée entourée de madame à la RS là et de recteur là. On pas pour Guadeloupe là. On a eu l'impression que la parole guadeloupéenne, l'autorité guadeloupéenne était complètement absente et que toute parole avec là et c'est pas avec là préféré là et c'est mon qui attend tout. C'est attendre vrai qu'un gouvernement là qui dit pour appliquer ici d'un point final. On a l'impression que nous n'avons ni les capacités professionnelles, ni même les capacités politiques d'être mettre en place à la fois une autorité politique qui prend en charge cette question-là en Guadeloupe, et deuxièmement, de mettre en place un comité scientifique et font un certain nombre de travail à niveau là. Ça. Moi, c'était l'impression, pendant toute période là, ça, heureusement quand même, peut nous montrer très fort à une période là, ça, d'avoir toutes les initiatives de solidarité pour permettre Guadeloupe de survivre à une période là, ça, et pas être isolé, etc. Ils viennent des propres peuples, nous, hein, des agriculteurs, des pêcheurs, des gens qui font masques, de tout un certain nombre d'entrepreneurs aussi qui mettent un certain nombre d'habitats à disposition. En fait, ils viennent de la société civile, des sociétés, des forces vives à peuple nous. En pas guerre méchant chaque fois dit société civile, mais des véritables forces vives à payer en nous. Et moi, pour moi, c'était l'action politique là qui était plus importante là, qui était les élus politiques ou les hommes politiques qui manifestement dans la période là, ça, étaient en attente de vrai qu'un gouvernement fasse ce qu'il et qu'il pas fait, et pas arriver à maîtriser cette situation là. Ça, on peut dire en plus, puisque moi, dans le domaine de l'éducation, et on a dit ça depuis la dernière fois, on a dit ça à plusieurs reprises, pas préparé pour permettre d'aborder la rentrée scolaire de manière correcte. Ni du point de vue pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail à faire par rapport à la situation là que nous vivons l'année passée, pour prendre en charge ces petits monde-là, non pas
parce qu'ils ont passé en troisième, les programmes à troisième. Mais tout ton travail pédagogique à faire pour te déterminer de nouveaux référentiels et autres, pour te permettre de faire ces petits gens-là progresser et retrouver dans d'autres situations pour ne pas aborder une nouvelle là. Mais du point de vue organisation même, du point de vue sanitaire et autres, parfait, tout le monde parti en vacances comme si, pas de problème, tout le monde est parti en vacances et nous retrouvons à la rentrée. Et là, on va voir, on vient à la ministère, quand nous venons appliquer en Guadeloupe, quand nous paraître qu'à dire que, pas de problème à distanciation, pas de problème à celle-ci, pas de problème à celle-là. Et que, après ça, les responsabilités, les gens qui sont partis en pagaille, de tous côtés. Et à vie, moi, c'est là le problème. Nous avons une forme de responsabilité générale à niveau là, ça, qui a fait que Covid là, mais il a toujours existé. Et Raymond a raison dit que à l'endroit Covid là, ni d'autres types de maladies aussi, en particulier à deux régions nous, la dengue et tout ça qui est particulièrement dangereux. Or, tous ces problèmes-là, ça est fourni dans l'autorité guadeloupéenne qui prend en charge. Nous ne pouvons pas simplement contenter nous d'attendre qu'il y a fait en bas là et copier ça, il y a fait en bas là. D'autant plus qu'il y a des situations différentes. Et situations sanitaires là en Guadeloupe, totalement différentes de situations sanitaires là en France. Donc, ni toute une réflexion à faire, tout un travail à faire, tout un bilan il faut mettre en place. Et à la crainte qu'en début d'année scolaire, nous retrouvons en début d'année scolaire et de reprise sociale et autres, nous retrouvons à une sorte de pagale totale qui est aggravée encore la situation sociale là et la situation à l'emploi en pays en tout. Monsieur Agapé, qui sont encore vraie situation là? Parce que par exemple les abbés, ça va présent, il faut les masques même dans les rues, hein, il faut porter, sinon vous aurez des amendes. Alors, qui sont encore vraie situation à Covid là en pays là? Eh bien, ils ont imposé nous un certain nombre d'habitants et ils ont imposé nous tout habitant en fait. Et aujourd'hui là, il est clair qu'en cas continuer à s'y pour abonder dans le même sens qui est là. Donc, et ça, vous voyez sortir là, c'est que nous responsables à un certain niveau, mais responsables, nous pas prendre responsabilité à eux, c'est vrai. Et nous à présent, par rapport à l'ARI, là, nous qui portons masque, nous qui portons ça. Est-ce que ces masques-là, ça nous porte là? Qui protection ça porte pour nous? Est-ce que ces masques-là, ça n'a pas considéré nous qui prendre chemise en nous, qui mettre devant bouche en nous? Parce que nous voyons très bien que l'État dit qu'il y a tous ces gens qui dans le corps médical, des masques qui sont censés être bons, et il y a des masques qui sont déjà obsolètes, qui ne sont pas bons. Et ces gens-là qui sont contaminés, et vous voyez malgré tout à la mort, à la contagion de tout restant monde qui ont côtoyé. Et nous avons aujourd'hui là, eh bien, ils ont obligé nous certains médecins, mais est-ce que les gouvernements eux-mêmes répondent, parce que l'exemple vient là au fait. Mais c'est nous qui avons fait les choses, nous qui avons fait le système D, hein, à part moi tout seul qui dit, moi, on sont tout petit, en cas de fonction de ça, ils peuvent comprendre. Mais M. Otto et René sont parlé de ça encore. Il y a une approche différente encore qui est à moi. M. Otto qui est beaucoup plus profondément dans les choses en tant que sociologue. Mais nous tous, nous philosophes dans nous. Si on prend en considération que nous, c'est des acteurs et paroles en nous importantes, il ne faut pas quitter nous assis bord à touche et considérer que c'est cette monde qui a décidé que le monde a fonctionné. Très bien. Allez, est-ce que tu es avec nous là? Non, pas encore. Hein? Bon, alors monsieur Barbin, c'est en constructeur de cas, hein? D'accord, mais qui j'en encore vrai Covid là? Alors en fait, ça, je vous l'ai dit, il n'y a pas de grand-chose à ajouter. Ouais. Simplement, en fait, quand nous rendons compte à tout ça, c'est que nous avons un cadre. Le cadre là, il n'est pas adapté à tous les niveaux. Il n'est pas adapté parce que normalement, les responsables politiques censés, guadeloupéens, que le peuple a validé, censés répondre à besoin du peuple et anticiper sur les mesures à prendre pour protéger le peuple. Mais effectivement, en attendant que la mère patrie et que les responsables nationaux prennent des décisions, en attendant, effectivement, le monde dans la peur, parce qu'effectivement, il faut nous dire ça, c'est la peur qui est installée, et quand la peur est installée, le peuple ne peut pas savoir à qui monde qui est attaché. Ce qu'il faut simplement dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que les responsables de pays en nous
comprennent gravité à la situation là et prend les mesures qui imposées. Mais effectivement, dans le cadre là, nous avons revenir chaque fois à dire ça, dans le cadre là, nous y est là, effectivement, nous sommes obligés quelque part de faire du système D. Répondre à un moment donné, et à un autre moment, nous ne pouvons pas répondre. Ça veut dire que quelque part, il n'y a à un moment donné que les Guadeloupéens ni assiser et à réfléchir sur les problématiques qui menacent eux. Chose là, c'est Covid, mais demain, c'est quand notre situation, nous devons nous dans même topographie là, quoi. Oui. Allez, toujours avec nous. Oui, allez. Vous m'entendez? Je veux revenir vers Chantal, puisqu'elle a... Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Chantal, oui. Alors... Oui, bonjour à tous, bonjour à la population guadeloupéenne. Alors moi, ce que j'ai à donner comme information, c'est plus mon vécu de professionnel. J'entendais parler de masques et j'ai entendu dire aussi que nous avions eu des masques périmés, que la population se rassure, c'est que les masques périmés que nous avions eus étaient des donations. Donc, donations notamment du conseil régional à l'époque, donc lors des premiers dons, c'est vrai qu'il y a eu parmi ces dons quelques masques périmés, mais bon, il faut pas oublier que c'était des dons et que c'était des dons qui avaient été recherchés parmi les réserves qu'ils avaient. D'accord, pareil pour les commerçants, les artisans, toutes ces personnes qui nous ont fait des dons parmi des dispositifs, du matériel qu'ils avaient dans leurs réserves personnelles. Alors, d'autre part, c'est vrai aussi que nous avons eu des dotations maintenant de l'État qui n'ont pas été suffisantes. Donc, il faut que la population sache, parce que moi, mon message, il est quand même à la population. Il faut que la population sache qu'on nous apprend aussi à travailler dans nos formations initiales à l'école. On nous apprend à travailler dans des conditions d'urgence et puis des conditions dans lesquelles, par exemple, on n'aurait pas tout le matériel nécessaire. D'accord? Donc, pareil, on apprend à faire des économies de matériel. Alors, c'est pas à dire que ce sont les conditions les plus adéquates, d'accord, mais c'est vrai aussi qu'on apprend à faire très attention à économiser. Donc voilà. Alors s'agissant de masques, moi ce que j'ai à dire, c'est que comme tous les jours j'ai un masque sur le visage, j'avoue qu'à 38 degrés, sous un toit de tôle, très vite on transpire. Alors hier, j'ai eu à prendre en l'espace de 3 heures de temps 6 masques et je transpirais toujours. Donc moi ça me fait ce que j'essaye de dire, c'est que dans la réalité des faits, tout ça, c'est pas tellement faisable. Lorsque vous avez une population en France qui, à l'heure actuelle, vous avez dans certaines régions de France 40 degrés à l'ombre, moi j'aimerais bien savoir comment la population va pouvoir, et notamment sous les chemins de fer, etc. Même, je parle de la métropole, mais nous, dans les cars, ce ne sont pas tous les cars qui sont climatisés, etc. Et je vous explique, je vous ai dit sous les toits de tôle, mais ne serait-ce que votre chaleur corporelle naturelle fait que vous passez d'un endroit à l'autre et puis vous transpirez sous le masque. Donc moi, tout ça, je suis désolée de le dire, hein, c'est pas tellement réalisable. Dans des conditions optimales en tout cas. Voilà. Alors les enfants dans les classes, je ne sais pas s'ils auront la clim. D'accord, je ne sais pas si non plus dans les administrations partout il y a une clim. Lorsque les enfants auront de l'éducation physique, je ne sais pas s'il y aura la clim, d'accord. Donc pour revenir aux messages généraux qui sont donnés par nos dirigeants, c'est vrai que les messages ils sont extrêmement flous. D'autant que moi j'avoue que je fais partie de la population et lorsque tous les jours j'entends des statistiques, j'ai quand même l'impression qu'on essaye de me faire peur, d'accord. J'ai quand même cette impression générale qu'on essaye absolument que je baigne dans l'inquiétude générale, que je me pose des questions. Et c'est vrai que je fais partie d'une population qui se dit aussi, mais s'il y avait autant de morts que ce qui est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait gérer tout ça? À la limite, je vais dire quelque chose qui est complètement stupide. J'imagine que les gens qui travaillent dans les pompes funèbres, etc., mais ils deviennent milliardaires à force. Moi, je suis désolée. Quand on nous parle d'un vaccin au cerf, c'est pas que je dis pas de virus, il y a un virus, mais il y a une ambiance générale qui fait que la population est baignée dans l'incertitude et que je me demande aussi où est-ce qu'on nous emmène là, puisque c'est vrai que moi je suis demain chef d'entreprise. Dans quelles conditions je vais accueillir mon personnel, sachant que le matériel, l'équipement qui est donné, il n'est pas si fiable que ça, d'accord. Le vaccin, on nous parle de vaccination, un vaccin à 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on est, alors qu'un vaccin prend au minimum 10 ans.
pour qu'on sache, il faut expérimenter le vaccin, il faut l'expérimenter pour voir s'il n'y aura pas d'effets secondaires. Vous savez très bien qu'il existe des vaccins qui ont été expérimentés durant une dizaine d'années. Moi, je parle en tant que Guadeloupéenne. C'est vrai que je suis une soignante, mais je parle également en tant que Guadeloupéenne, je me pose des questions. Un vaccin qui, normalement, prend minimum 10 années pour être expérimenté et pour voir quels sont les effets secondaires, je suis très étonnée qu'on nous dise qu'il y a un vaccin qui a été découvert et qui sera expérimenté dans les 6 mois, qui a déjà commencé à être expérimenté chez certaines populations, bien entendu des populations qui sont les plus fragilisées au monde, la population africaine, d'accord? Donc moi je suis très étonnée qu'on prenne comme ça des populations cobayes et qu'on nous dise... Alors c'est vrai qu'on a l'impression en fait d'être bercé dans une sorte de flou artistique, d'accord? Et je le dis, hein, je suis une soignante. Je suis en plus représentante syndicale, donc je fais très attention quand même à ce que je dis aux personnes avec lesquelles je travaille. Je ne dis pas qu'il ne faille pas aller chez la population, essayer de la préserver, d'autant plus qu'on a affaire à des personnes qui sont fragiles. Et que je précise quand même que ces populations fragiles, ce sont quand même elles qui sont le plus touchées, qui ont jusqu'à présent été le plus touchés, d'accord? Donc c'est vrai qu'on va prendre toutes les mesures adéquates, d'accord? Mais je me pose des questions. Je pose des questions, d'autant que maintenant, normalement, nous sommes à une phase, hein, c'est plus des médecins, des épidémiologues qui vont pouvoir dire ça mieux que moi. Au niveau mondial, on arrive à une période où les populations sont... je ne vais pas dire pratiquement toutes, asymptomatiques, mais on arrive au moment où vous voyez bien qu'autour de nous, on n'entend pas tousser, racler de la gorge, etc. Tout autour de nous. Pareil pour l'Hexagone, d'accord? Donc c'est bien que quelque part, le virus, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais c'est vrai que les populations commencent à être protégées. Et moi, il y a quand même une question que je me pose, c'est que j'ai toujours entendu dire dans ma formation initiale à l'école qu'une personne qui a déjà attrapé le virus, même si elle était asymptomatique, on ne peut pas la vacciner. Or, j'ai comme l'impression qu'on emmène nos populations petit à petit à une vaccination générale, sans qu'elle n'ait la possibilité de dire si oui ou non elle voudra être vaccinée. Je peux me tromper, j'espère que je me trompe. Nous arrivons à notre première pause café. Et oui, nous revoilà se masquer, se faire tester. Est-ce que les choses s'améliorent, Monsieur Otto ou Madame Chantal? Non, Monsieur Otto, je vous laisse la parole. Oui. Mais non, honneur aux femmes. Je crois vrai. Alors, est-ce que les choses s'améliorent? Je dois dire que non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc, comme disait votre interlocuteur tout à l'heure, nous apprenons petit à petit à nous préserver. Alors, pourquoi elle ne s'améliore pas concrètement? Parce que là, aujourd'hui, pour prendre en charge les personnes, à domicile ou pas, hein, le matériel coûte de plus en plus cher parce qu'au niveau mondial, par exemple, hein, je prends le cas des gants, d'accord, des paires de gants. Et vous savez que je dois rajouter quand même hein, que plus le contact avec la personne qui est prise en charge est important, dure dans le temps, d'accord. Plus il est rapproché et dure dans le temps, et plus il y a des possibilités de transmission de germes, d'accord. Coronavirus ou pas, de toute façon c'est comme ça que les choses se passent, d'accord. Et normalement on a un équipement qui nous permet de nous protéger. Et voilà, c'est pas que comme l'équipement commence à manquer au niveau mondial, donc vous avez des prestataires qui ont la part belle, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les prix. Alors quand vous augmentez les prix comme ça, c'est un petit peu comme ça que les choses se passent, hein, c'est que plus vous allez augmenter le prix d'une paire de gants, et à côté de ça, il n'y a pas que des gants à acheter. Vous avez les gants, les masques, les charlottes, enfin tout l'équipement qui va vous permettre de prendre en charge les personnes fragiles. Parce que plus elles sont fragiles, je disais tout à l'heure que à domicile, nous avons surtout des personnes fragiles. Ce sont celles qui ont des pathologies chroniques, d'accord? Donc ce sont celles qui peuvent être sujettes à infection beaucoup plus facilement que le reste de la population. Donc tout à fait naturellement, plus elles sont fragiles, plus on s'équipe. Or, plus vous avez besoin de vous équiper, je viens de vous expliquer, il m'est arrivé de prendre, et en une demi-journée, 3, 4, 5, 6 masques. Donc, comment voulez-vous que je m'équipe? Donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de brouhaha un petit peu qui commence à se faire dans la population des professionnels de santé, notamment à domicile, puisque ce sont eux qui achètent le matériel et qui commencent à demander
aux prestataires de parce que c'est pas très normal que parce qu'il manque de matériel, qu'au contraire les prestataires ne nous permettent pas d'accéder aux équipements. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons notre URPS, c'est-à-dire les représentants syndicaux, c'est dans c'est l'union des représentants syndicaux, a envoyé un courrier dernièrement à Madame Denux, directrice générale de l'ARS, pour lui demander de faire en sorte qu'il y ait un lissage des prix, donc une uniformisation des prix auprès des prestataires pour que ceux-ci, qu'ils jouent le jeu également, le jeu, parce que vous imaginez bien que des choses comme ça, à terme, le risque, ce serait justement je vais pas dire transmettre le virus, mais en tout cas, ce serait justement de ne pas prendre en charge, un patient comme il se doit, et de faire en sorte que les personnes les plus fragiles demain soient celles qui justement vont être celles pour lesquelles on aura quelques difficultés par la suite, voilà, qui vont être fragilisées, d'autant plus fragilisées, je vais le dire comme ça, voilà. Donc j'ai une question pour Monsieur Rimoto. Alors quelquefois mes questions donnent ça à déranger plus d'un, mais je crois qu'il faut aller à l'essentiel. Une question simple. Monsieur Otto, veut-on faire du Covid un vrai business? Puisqu'on parle de business depuis l'arrivée du Covid-19. On parle de business, c'est de tractation, vente de masques et de vaccins qu'on a envie de faire à la va-vite, etc., comme disait Madame Christophe. Veut-on vraiment faire du Covid un business? C'est quoi votre réponse là-dessus? La réponse est sans équivoque. Hein. La réponse est oui, mais pas dans le sens où vous espérez. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut absolument que les gens se rendent compte que les entreprises qui ont besoin de protéger leurs salariés ne pourront pas le faire parce que ça va augmenter leur coût de production. Et ça veut dire que le dernier du maillon qui va devoir supporter le coût, ça va être le client. Ça, c'est la première chose. La deuxième, oui, Madame Christophe a raison, il y a un vrai business qui a été mis en place, à défaut de pouvoir porter des solutions et à défaut de pouvoir assumer ses responsabilités. Oui, l'État a laissé une porte ouverte pour que le libéralisme puisse se relancer. Sauf qu'en fait, lorsque je disais que le Covid-19 est une chance, c'est-à-dire en fait, il va servir de tamis pour un certain nombre de choses. Comme pour 2009, vous vous souvenez, après on a dit effectivement que c'était la crise de 2009 qui avait supprimé un certain nombre d'entreprises. Non. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont malades ne pourront pas justement maintenir un niveau sanitaire. Ça, c'est clair. Madame Christophe le dit, en tant que chef d'entreprise, elle se doit effectivement d'être objective et d'être rassurante avec son personnel. Ceci dit, elle n'a pas d'aide pour pouvoir maintenir la qualité de vie au travail. Et ça, c'est important parce que c'est transversal à la société. Et on le voit d'autant plus chez nous que ça a un autre impact, c'est sur le culturel, je le disais tout à l'heure. On veut effectivement maintenir un niveau soi-disant sanitaire de la société, mais on se rend bien compte que toutes les problématiques de santé qu'on n'a pas traitées il y a de cela quelques années, chlordécone, on parlait de l'eau tout à l'heure, mais c'est même pas l'eau qui me dérange, c'est l'utilisation des tuyaux en fibrociment. Alors que tout le monde essaie de rassurer en disant que ce n'est pas contaminant. Mais là aussi, le discours scientifique me pose problème parce qu'il sert l'intérêt des multinationales. Ce qu'il faut rajouter, c'est oui, ce business-là va permettre non pas la survie des entreprises locales, mais leur disparition au profit de d'autres multinationales beaucoup plus solides qui vont venir s'installer pour tout. Et ça, il ne faut pas se mentir, hein, puisque bien souvent, vous aurez effectivement la voix de leur maître qui vont essayer de calmer les jeux, mais on se rend bien compte que non. Au moment où on parle, le Covid est en train de faire une sélection naturelle, aussi bien chez les vivants que chez les entreprises. Et cela, on n'est pas outillé pour, parce qu'en fait, notre système économique était déjà bancal, puisqu'il était en perfusion de subventions venant du territoire national. Ces subventions servaient déjà à financer les postes des cadres qu'on a chez nous. Donc, il faut bien se dire qu'en fait, je vous renvoie à Esmeralda, la sociologue martiniquaise, qui disait que, de toute évidence, le néocolonialisme, c'est quoi? C'est de permettre effectivement des postes réservés pour l'administration, toutes les administrations, d'accord? Et cet argent-là servait éminemment à cela. Les 40%, c'est pas fait pour effectivement pour vivre. On le voit bien que la plupart des fonctionnaires
lorsqu'ils prennent leur retraite, c'est aux autres, c'est retraite hors 40%. Donc aujourd'hui, le Covid n'est qu'un accélérateur de situation, mais en même temps, je vous disais que c'est un bienfait parce que ça va nous obliger à réfléchir. Vous savez, souvent, les gens oublient qu'entre leurs deux oreilles, il y a une masse qu'on appelle le cerveau, et qu'en fait, ce cerveau-là, il sert justement à faire des projections et non pas à attendre la bouche ouverte, puisqu'on a un dicton créole qui vous dit « ça y est, un bec prend fal ». Donc là aussi, il va falloir effectivement que nous changeons toutes nos références, puisque je vous ai dit, les gens ont l'impression que le Covid n'existe pas, ils sont dans leur petit business de placement de personnes, de ceci, de cela. Mais en fait, pour répondre vraiment à la question, oui, il y a un business, mais ce sera au détriment des populations, puisque notre population n'a pas changé. Elle est comme elle est déjà le fruit d'une première manipulation, qui est celle de la fin des années 50 avec le bumidum, d'accord? Donc on a des personnes qui ont de faibles revenus, qui déjà ont du mal à sortir de la tête de l'eau. Ce n'est pas une prise en charge sanitaire qu'ils pourront supporter, parce qu'en fait, entre manger ou se protéger, les gens vont essayer de se protéger, mais ils vont garder les masques plus longtemps. Madame Christophe disait qu'en une matinée de chaleur, c'est 6 en moyenne. La personne agit, ce qu'elle va faire, elle va commencer à laver les masques. Or, on sait pertinemment que si vous lavez les masques, vous n'êtes plus dans la protection. La dernière chose que j'ai envie de dire, on aurait dû profiter de ce temps depuis mai pour faire de la pédagogie dans la population et on ne l'a pas fait. Encore une fois, on a mis d'autres priorités et vous en êtes témoin puisque régulièrement, les élections municipales, deuxième tour, étaient la priorité des priorités. On se rend bien compte aujourd'hui qu'on va devoir payer non pas la vague, la seconde vague Covid, c'est pas ça qui sera le plus important pour notre thème de prise de charge, mais simplement l'angoisse générée depuis le mois de mars dans la population, la peur générée qui, elle, va entraîner effectivement des maladies cardiovasculaires. Et ça, on n'est pas encore prêt à pouvoir l'assumer puisque même s'il y a une petite censure, j'aime bien dire petite parce que j'aime nuancer mes propos, mais vous savez pertinemment que je ne suis pas dans la nuance. Les médecins de campagne ont remarqué un pic de personnes qui souffrent effectivement d'hypertension et d'un certain nombre d'autres maladies connexes. Sauf qu'en fait, ça ne fait pas partie de la priorité de la communication. Il fallait que chaque jour, qu'on nous donne le nombre de contaminés, le nombre de morts, le nombre de soignés. Et en fait, on a priorisé des choses et pour peut-être endormir les gens, mais je crois que ça fait l'effet inverse. Et la dernière chose qu'il convient de dire, aujourd'hui, on se plaint effectivement d'une jeunesse qui serait aux commandes de la pandémie, c'est faux. En fait, simplement, les gens, lorsque vous regardez, que ce soit sur les plages, que ce soit en montagne, c'est des rassemblements de familles. C'est-à-dire que ce que le traitement du Covid au pays a généré, c'est que les gens ont besoin de se retrouver aujourd'hui, quitte, malgré les mesures barrières, à être des clusters. Mais en fait, lorsque vous regardez bien, ce sont des familles qui se rejoignent et qui se regroupent. Que ce soit de jour ou de nuit, il serait intéressant de montrer qu'en fait, les gens ont besoin de lâcher prise, ont besoin de souffler. Mais la réponse est oui. Oui, alors juste un petit mot concernant cette notion pédagogique. À votre avis, c'est la faute de nos politiques? Mais nos politiques sont des élus, ça dit ce que ça veut dire. Hein. Ils ne sont pas choisis pour leur pragmatisme ni pour leurs compétences. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous êtes élu, ça veut dire qu'il y a une population sur la base d'un certain nombre de choses qui sont purement des épiphénomènes, vous élisent sous un sous-entendu que vous serez en mesure de prendre. Mais depuis la nuit des temps, on sait pertinemment que la Guadeloupe fonctionne sur un mode qui est très simple. On éveste quelqu'un au pouvoir, mais on ne vote pas forcément pour la personne qui sera élue. Et vous allez voir que depuis quelques semaines, on entend effectivement ça et là, les gens se plaignent. Dans certaines communes, je vous donne deux pour lesquelles effectivement j'ai une oreille particulière, c'est Saint-François et Port-Louis. Mais là, je suis désolé, maintenant que c'est vendu, c'est parti pour 6 ans. Donc là aussi, la pédagogie, les gens ne peuvent pas la faire puisqu'ils ne sont pas au fait de la pandémie. Et jusqu'à maintenant, ils ont toujours été la voie de leur maître, c'est-à-dire de répéter ce qui a été dit. Donc ils ne peuvent pas effectivement faire de la pédagogie. Et on le voit bien, la plupart des manifestations qui se déroulent, vous avez très peu de gens qui sont masqués en tant qu'homme politique. Donc il faut qu'on s'interroge effectivement, l'exemple venant d'en haut, pourquoi effectivement on est dans cette situation. Oui, bien. On vous a très bien compris et comme vous avez l'art de bien expliquer les choses et justement de faire preuve de grande pédagogie. C'est une fleur et je vous tire mon chapeau. Alors, je reviens vers Monsieur Agapé et Monsieur Barbin concernant les chefs d'entreprise, puisque vous êtes des artisans, messieurs, et vous êtes dans la production locale.
Et par rapport à cette phase économique, avez-vous connu de grandes difficultés dans vos entreprises respectives? Qui veut répondre? Alors en fait, oui, forcément. Le fait de ne pas pouvoir se rendre à l'atelier, effectivement, on subit les conséquences du moment. Effectivement, la production même, la production de Guadeloupe, quelqu'un a dit avant moi, était déjà en asphyxie. Alors quand on ajoute à cela les moments exceptionnels, ça ne peut que s'amplifier. Alors il faut que je dise aussi que je suis aussi administrateur de la Chambre des métiers. Et en fait, le but que nous avions, c'était de pouvoir répondre au déséquilibre qui demeure depuis longtemps des artisans. Parce qu'il faut simplement dire que nous avons 15 000 artisans en Guadeloupe qui produisent. Et effectivement, le triste constat, c'est de voir qu'effectivement, nos guéguerres, je le dis parce qu'il faut le dire, comme ça nous sommes là pour parler, nos guéguerres qui étaient bien avant le Covid, n'a pas permis, quand le Covid s'ajoute, à ce qu'on puisse répondre aux attentes. Ce qui fait qu'en fait, les artisans, quelque part, se sont trouvés un peu, et se trouvent encore, livrés à eux-mêmes. Alors, je me dis que quand on doit tirer le leçon de cette expérience-là, et à un moment donné, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités pour que nous puissions répondre aux attentes, parce que nous avons un pays avec un potentiel quand même assez important de gens qui, à mon sens, font de la valeur ajoutée de ce pays-là. Mais le triste constat encore, c'est que le cadre n'étant pas adapté, forcément, ce n'est pas nous qui tirons les marrons du feu, c'est nous qui construisons ce pays-là quotidiennement, mais ce n'est pas nous qui tirons les marrons du feu. Cela voudrait dire que, partant de ce constat-là, on doit pouvoir se dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, parce que souvent, nous faisons le constat du déséquilibre, nous faisons le constat de l'asphyxie, mais pour les préconisations, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, le problème se pose, qui va le faire, c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui suis plus adapté. Alors que la question ne se pose pas dans ce sens-là, la question se pose quel est l'objectif à atteindre et quels sont les moyens pour aller vers l'objectif. Et jusqu'à maintenant, je pense que ces questions-là ont été occultées, ce qui fait qu'en fait, je veux dire que je subis, comme tous les acteurs de ce pays-là, je subis, mais je veux faire appel à notre intelligence pour se dire que l'expérience d'adversité doit nous permettre de nous remettre en question et de se dire faisons taire nos égos et travaillons pour que ce pays-là soit prospère. En tout cas, c'est le vœu le plus cher que je formule pour mon peuple et pour mon pays. Monsieur Joseph. Alors, c'est vrai que M. Barbin s'est bien positionné par rapport à son expérience dans son administration. Et nous sommes tous des artisans et nous avons vraiment à subir toutes les conséquences de cette pandémie qui n'arrête pas de nous faire du tort. Bon. Il est clair aussi que nous avons une certaine façon d'agir en interne et que nous ne cherchons pas toujours à valoriser ce qui nous est propre pour faire connaître à notre environnement soit immédiat, soit plus extérieur. Donc nous existons et nous avons un potentiel. Et le potentiel, il est fort, il est profond et il est très large également. Mais après, il faut avoir la bonne conscience pour se dire qu'on doit s'entretenir, qu'on doit s'entreprendre, qu'on doit décider d'être l'acteur qu'on est. Parce que si on connaît qui on est, on saura aussi qu'on est certainement à égale valeur de ceux qui sont à l'extérieur et dans le monde même, parce que nous sommes des Guadeloupéens que nous allons retrouver partout dans le monde et nous sommes sûrs et certains que ce potentiel-là est donné à chacun sur la terre. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, nous aurions pu dire qu'avec des dirigeants qui sont éclairés et qui ont la volonté de faire que nous sortions, nous émergions, nous pourrions peut-être prendre des décisions. Et comme nous connaissons assez bien le système D, parce que nous avons quand même eu à faire face à un certain nombre de choses, puisque nous avons à un certain moment une économie qui était très forte, un billet, un argent, une monnaie qui dépassait la monnaie de la
de la meilleure patrie de la France. Et aujourd'hui, nous pourrions peut-être revenir à cela, mais ce n'est pas la volonté ni de l'État, ni du monde pour dire que nous sommes dans une nouvelle orientation mondiale de l'économie et que nous sommes quand même, nous sommes surtout ceux qui vont en pâtir vraiment, et nous avons tout à l'heure parlé de cette histoire de petits commerçants qui sont en train de disparaître depuis très longtemps, et les artisans qui sont encore le nombril de ce qui fait la force de la Guadeloupe, eh bien, ils ne sont pas considérés suffisamment, donc nous allons dans le mauvais sens, vraiment le sens d'être plongé. Et malheureusement, qui pourra nous mettre à manger dans la bouche si vous pas lever pour aller travailler ou payer manger? Alors justement, les artisans, comment doivent-ils faire pour pouvoir faire face à leur propre disparition? Alors il faut qu'on fasse, on le dit en formulation, on dit souvent ensemble nous plus forts. Ouais. On a dit ça, mais effectivement, c'est fait nous reconnaître nous mutuellement. En tout cas, côté on dit que Yves Chico a dit, il a parlé de comment on peut dire ça, faut nous cultiver l'affection et l'amour entre nous. Moi, je suis persuadé que c'est une des choses qui nie, pas que pas ni ça, mais nous avons cultivé ça dans l'adversité, alors que faut nous cultiver ça tout le temps. Et à quoi que nous n'y en l'eau acteur en pays là ça, que nous avons fait capituler des pas au positionnement à nous. Parce que moi, ça a toujours gêné moi. Ça a toujours gêné moi que, en fait, capital les autres qui ont profité, ils partent en nous. Alors que nous en nombre. Si nous en nombre, et que, en fait, les autres qui ont profité, c'est que nous, on a une anomalie quelque part. Alors, c'est vrai que c'est plus facile qu'on prend un butin, parce que souvent, pour cela, qu'on fait nous là, c'est que produit nous cher. Mais comparaison par raison. C'est-à-dire que là où on acte ici dans le cas exprimé, parce que là où on produit, il faut nous dire ça aussi, là où on produit dans le pays, nous quand même nous à contre-courant. Et là où on produit un butin et qu'on y par exemple 10 personnes qui ont sollicité, forcément il faut un prix de subsistance. Si on y a 100 personnes, il y a une régulation qui est faite. Alors ça veut dire qu'en fait, nous trop souvent fait du copier-coller. Prends un butin national et nous mettons dans le local. Alors forcément, à un moment donné, eh bien, tout le monde a engouffré, tout le monde a engouffré et nous avons l'asphyxie. Et jalousie là, et donc, a fait qu'en finale de compte, nous ne pouvons pas pour ça. Alors moi, Caravine a dit que seuls gens qui nous peuvent atténuer, il a bien dit atténuer les mots qui ont de nous, il faut nous accepter nous mutuellement, il faut nous reconnaître nous. Et si nous reconnaissons nous, on peut penser que nous pouvons susciter de l'espoir, parce qu'il y va que de consolider les acteurs qui sont déjà en selle, mais il y va aussi de susciter de l'espoir à ceux-là qui viennent là. Mais si c'est là qui viennent là, c'est là qui est celle-là qui a monté mon nation, jamais monté, quoi bien comprendre, nous ne pouvons pas inspirer. Mais je suis convaincu qu'un pays là, ça, il y a un potentiel, comme le collègue a dit, un potentiel majeur, en persuadé que nous pouvons faire preuve d'intelligence pour nous toujours mettre ça en musique et permettre que le pays en nous prospère. Mais nous, quand Révin a dit, le cadre tel qu'il est là, il est quelque part pas adapté. Alors il faut que nous prenions en main. Donc, ni potentiel, mais ni en manque d'amour entre nous, si nous comprenons de camarades là. Oui, effectivement, nous reconnaissons ça depuis très très longtemps. Donc, camarade Otto était parlé tout à l'heure là, il était capable de bimidum, donc vous savez très bien pour qui bitin là ça t'est installé. Donc nous avons constaté que sont d'autres formes, c'est pareil que l'esclavage, sont d'autres formes qui a mis en place. Et comme nous avons subi un lavage des cerveaux pour nous venir à réaliser les choses, certains monde qui ont décidé qui que l'économie dans le monde, qui gens pour nous faire ça, pour nous faire, ils ont fait nous fonctionner dans ce genre-là. Ça. Et ça n'a pas qu'à aider nous en plongeant, parce que nous n'avons pas qu'à chercher à comprendre où la vérité là est. Et là où pas connaître qui vérité là, on ne peut pas positionner. Et là où on ne peut pas positionner, il n'y a pas besoin de décider de on veut travailler pour un tel, on va travailler pour un tel. Il y a juste voulu que on pas positionner. Et là, on pas positionner, on va travailler pour enrichir de plus en plus. Parce que nous avons venu en pyramide, donc tout bien c'est pyramidal. Et si vous courir de certains monde qui ont fait ou que toujours monter au sommet, mais pas de place au sommet. Tout ça, il y a quoi qu'il y a en place au sommet, il y a courir des néants. Donc, c'est son hérésie. Donc, pas de place au sommet. Ou que toujours été en bas pour relever tout ça qui est en haut. Ou que toujours été maillon là qui est en bas là.
Après, si vous voyez un lot vient ajouter, vous êtes toujours en bas, mais vous pouvez monter. C'est ce sommet-là, on va voir un pivot. Et puis c'est tout. Donc, c'est à partir du moment que nous considérons que ça nous y est, ça nous nie, qu'à nous peut faire, surtout là où vous avez une bonne conscience pour dire, quand vous voulez faire, vous savez que vous parti d'un côté et vous avez d'autre côté, vous arrivez là où là, objectif, c'est que tu as là où vous mettez en place là. Parce que, et ces principes, au moins aussi, nous avons dit que c'est on main qui a lavant d'autres. En cas, par exemple, les mains, on ne peut pas laver des mains. Mais c'est on main qui a lavant d'autres. Donc, à partir du moment que vous savez que vous avez d'un côté, vous avez un potentiel d'être développé, Henri Joseph toujours dit comme ça que c'est ça, il y a un environnement immédiat qui bombe, que ce soit pour manger ou pour produire. Moi, c'est le principe de fonctionnement. Et on peut penser que si nous tous commençons à raisonner dans ce sens-là, nous pouvons dire que mais nous exister. Donc, il faut nous fonctionner, il faut nous vivre, il faut nous développer. Il ne faut pas nous juste dire pécher moins, mais il faut dire apprendre moins pécher, moi, ça pécher moi même demain. Bien. Qu'est-ce qui coule encore dans les échos? L'eau, mi-figue, mi-raisin, les politiques sont-ils conscients des difficultés que vivent au quotidien la population au débouchant? Alors, est-ce qu'en société mixte peut résoudre le problème complexe que la Guadeloupe a rencontré avec le problème de l'eau là? Alors, bon, il faut savoir que le problème de l'eau là, c'est un problème qui à la fois politico-technique, technico-politique qui est gonflé et qui va dater des jours 10 jours. Ouais. Le problème de l'eau là a commencé depuis bien longtemps avant. D'abord, du point de vue de la loi française, c'est les communes qui sont responsables de la distribution de l'eau. C'est une manière que ça a fonctionné avant 1976, parce que pas 1976, excusez-moi, 1996, marqué un tournant de politique à l'eau là. Elle va arriver à Chirac au pouvoir. Mais pour nous en Guadeloupe, il faut regarder bien la réalité en nous en Guadeloupe. Jusqu'à présent, c'était les communes qui tenaient responsabilité à l'eau et les communes ont regroupé, mettaient selon les modalités qu'elles ont développées. Par exemple, il y a un certain nombre de communes qui mettaient ensemble pour faire les SIAG, ni d'autres, les Bastères, qui mettaient ensemble et qui étaient ni comme opérateurs la GTLEC, ni par exemple Pointe-à-Pitre et Zabim qui étaient formés en groupement en fin de compte, et puis ni d'autres municipalités, c'est le cas à Trois-Rivières, c'est le cas à Sainte-Rose, qui tenaient propre régie à eux. On ne sait pas si ni d'autres encore, mais enfin, au moins c'est là qui n'est pas régie à eux. Et pourtant, en grandeur aussi, effectivement, et pourtant, on y problème à l'eau qui a posé de tous côtés. C'est que question même à l'eau à un moment donné, il était lié à des problèmes. C'est que premièrement, il faut une politique prévisionnelle d'investissement pour permettre de développer le captage de l'eau et développer les usines à captage de l'eau et développer là où qu'a garder l'eau là, c'est-à-dire les côtés, les réserves qu'on a fait. Et il faut s'atelier avec politique qu'on a menée à niveau des territoires, puisque l'eau, son besoin qui a fait en fonction du nombre de gens qui ont habité, en fonction de tout un certain nombre d'habitants. Et deuxième problème, il faut obtenir une véritable planification en ce qui a concerné traitement à tout ça qui est alentour de l'eau et en partie qui est problème à la distribution de l'eau à travers les bitins et tout ça. Oui, les tuyauteries et compagnie. Tout simplement parce qu'il faut savoir qu'en tuyauterie, il n'y a pas ni plus que 50 ans d'âge. Hein. Donc, si on a une planification, on ne pas prévoir tout un certain nombre de remplacements pour retrouver la situation là qu'on va trouver. Là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout bien a pété en mer, on n'a pas d'argent pour réparer. Le problème là, c'est que jusqu'à la période de 1993, il y a une sorte de contrôle qui a exercé à niveau avant tout ça. Depuis en 1996, je suis arrivé, il mettait contrôle à toute planification ou investissement en bas mais à des sociétés privées, des sociétés, des bureaux d'études.
Et ça qui dit, c'est que la plupart des collectivités ici, pas passé, pas tenir bureau d'études, pas tenir rien, et ils ont été qu'à pas gérer le problème de l'eau de manière correcte. Alors, la SIAG, certainement, c'est le plus gros problème là que vous n'avez pas l'idée. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le SIAG servit des banques à toutes les organisations politiques en Guadeloupe qui étaient au pouvoir. Hein. Congrès des maires développés, elle avait l'argent à la SIAG, en particulier au paquet de municipalités, c'est l'argent de l'État qui a payé le fait que les gens au congrès des maires et compagnie. Il faut connaître, faut savoir cette situation-là, ça. Et en même temps, il a servi des réserves financières pour. Mais pendant 6 ans. C'est ton niche. Pendant 6 ans, gestion même à distribution à de l'eau là, réparation qui était ni à faire, etc., tout ça va être fait. Et à partir de ce moment-là, les problèmes viennent accumuler. Les problèmes accumulés au point que nous vivons en situation là, que nous sommes là actuellement. Il faut savoir que dans les prévisionnels, ça extrêmement, et la planification, c'est extrêmement important, puisque mettre en place, on met linéaire de tuyauterie, c'est pratiquement 2500 €. Donc il faut savoir que il y a à peu près 3000 km à tuyauterie en Guadeloupe. Sans compter qu'il faut permettre les usines de développer beaucoup plus pour capter de l'eau. Et deuxièmement, il faut emmagasiner de l'eau de côté, tout ça, de façon qu'en période plus sèche, tout ça, on ne va pas trouver en difficulté. Donc, ni tout en politique prévisionnelle qu'on va mettre en place, malheureusement, c'est ça qui n'est pas fait en pays en nous, et qui fait que nous retrouvons nous à cette situation-là, là, nous sommes là actuellement. Alors que moi, je dis qu'il y a responsabilité, ni responsabilité certainement à la politique, nous, ça c'est clair et net, mais ni responsabilité aussi à le fait que ou en bas au régime qui sont au régime colonial et qui ont été en l'air et qui ont fait volontairement de laisser mon inférieur et pas jouer le rôle de contrôle là qui a été dit, qui a été joué là. Donc, en fait, on a une responsabilité à tout temps. Sans compter que on a tout un certain nombre d'autres responsabilités qui viennent des gens qui ne vont pas payer de loi, mais là, on ne va pas parler des particuliers, on va parler surtout des collectivités, on va parler des grosses sociétés, et tout ça qui ne va pas payer de l'eau, et tout ces bidasas, c'est autant de manque à gagner, etc. Et même l'État. Donc, nous devons un problème général. Alors, est-ce qu'une structure unique qui permet de résoudre ce problème-là? Certainement qu'une structure unique qui permet de faire en sorte que l'eau là, mais surtout, il faut pas dire que gestion de l'eau là doit être un problème de politique publique. C'est-à-dire, l'eau, son intérêt public, son bien collectif. Ça doit faire partie de la politique publique. Son besoin vital. Mais oui, son besoin vital. Et manifestement, il faut qu'effectivement, on mette en place une structure unique de gestion de l'eau, si vous voulez, ni par exemple, ne serait-ce qu'on péréquation, on va opérer pour que le prix de l'eau est même bien là de tous côtés, parce que c'est vrai que selon qu'on y de l'eau à le territoire ou pas ni de l'eau, il y aura point bouger. Et tout ça, si chaque monde n'a ni bien à côté, il peut payer le même prix là. Il faut ni une structure unique qui va gérer tout ça. Mais il faut appuyer aussi à des politiques de territoire qui va permettre justement, en fonction de ça qu'on va mettre en place dans les territoires, ni en politique prévisionnelle en termes de besoins en quantité d'eau, et ni à côté à ça aussi, en politique à la fois d'investissement pour permettre tout ça qu'il faut au niveau superstructure nécessaire pour capter de l'eau et à conserver de l'eau, et en même temps, nous avons planification parce qu'il faut réparer le tuyau, il faut en sachant qu'il y a une autre. Donc, ça, c'est que certainement le rôle qu'il y a à jouer. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'on mettait en structure unique, disons, le 31 juillet, manifestement, mais disons qu'on mettait le 31 septembre, est-ce que ça veut dire qu'on mettait le 1er septembre, est-ce que ça veut dire que le 30 septembre, on connaît de l'autre côté? Non. Parce qu'il y a tout le travail là à faire, et le travail là qu'il y a à faire, il y a un coût. Et à l'heure actuelle, il faut savoir que si vous voulez véritablement aborder cette question-là, ça, à pas 72 millions là, on va parler là, c'est pratiquement 1,2 milliard qu'il faut mettre en place pour effectivement faire travailler là ça. Il ne faut pas mentir à la population là. Il faut dire aussi que ça prend un temps. Et que pendant ce temps là, ça, ou que nous avons un certain nombre d'autres mesures à prendre pour voir qui on va pallier les difficultés. Pour faire en sorte que ni moins couper d'eau, ni tout ça, mais il ne faut pas mentir à il ne faut pas faire comprendre que tout bien qu'à régler. Il faut une volonté politique guadeloupéenne de résoudre ce problème-là. Et qu'il faut volonté politique là, ça appuyer en les capacités
capacité à technicien, nous, à l'eau et tout ça, parce que nous ni les intelligences et les capacités. Là. Mais le problème là, c'est qu'il n'y a pas même qu'à écouter. Il suffit qu'il y a un rapport, il y a dit qu'il est manquement qui n'y est. Mais si vous qui prenez la décision ou pas prévoir accomplir ces bidons, ça, bon, on a une situation là qu'on est là. Donc, il faut un véritable organisme organisme public qui prend ça en charge, mais il faut aussi une volonté politique qui a appuyé en expertise. Parce que, attention, il ne faudrait pas que les politiques comprennent, parce que c'est les politiques c'est eux qui ont résolu le problème. Il faut appuyer en expertise et fournir des véritables experts qui travaillent avec ces politiques-là et qui ont validé les décisions qu'ils ont prises. Pour nous rentrer dans l'intimité. Voilà. Allez, à vous. La parole, là, on va attendre, mais en fait, ça n'est pas bien grave. Alors, par rapport à ça que sorti des gars dit, et qu'on comprend très bien. Alors, déjà, on a pensé, pour un 26 mois en arrière, que tout ça que les camarades Agapé et Baobin des gars dit, c'était ça par une forme de fournir ça à une solidarité nationale. Et on devrait en fait poser une question là, c'est ça, mais nous qui avons avancé de et qui répondent peut-être à c'est ça. Mais surtout par rapport à problème de là, non question que moi envie de poser à M. Remoto qui a vrai loin, qui a considéré comme genre de visionnaire, comme cerveau guadeloupéen, en question simple, question toujours simple, peut-être qu'a fait polémique, question moi là c'est à demander à travers les visions qu'il y a, oh là l'argent à de l'eau à Guadeloupéen passé par rapport à toute période là que général des eaux était en temps et en heure en Guadeloupe était en action puisque il y a dit la thèse des eaux général des eaux et donc le général des eaux c'est quand même Factibao c'est quand qui c'est là et actuellement au général des eaux passé puisqu'il y a pas un métier préfet là Christian qui était là parti. Et il dit que ça sont d'autres problèmes, ça qui est traité après. Mais il devrait régler le problème à soi-disant Guadeloupéen à travers le SIAG et il ne pas jamais parler des détournements de fonds à l'argent guadeloupéen qui partit en caisse à la généralité. Donc vous, en tant que sociologue, qui j'ai encore vrai ça? C'est vous un spécialiste des finances ou pas dans les secrets des c'est mon autre vision parce que moi j'ai comprendre là pactole là parce que donc montage a dit ça si des leaders politiques en France qui a parlé de ça qui a dit que le SIAC n'est pas le coupable le vrai coupable et que la générale des eaux disparaît donc alors je dis jour et quel que soit mon qui ce plateau là il peut porter un petit éclairage et à ça, on a souhaité que nous parlions de juste un petit virgule. Oh là, l'argent l'a passé. Des questions. Alain, un bébé Dio, là, l'argent l'a passé. Par contre, on a répondre à deux niveaux. Premier niveau là, c'est que les encore c'est qu'ici, cita le Parlement. Et les ont été auditionnés justement responsables à la Générale des Eaux, puisque ils ont posé c'est une commission pour nous, mais aussi pour Mayotte. Et en cas jour, les Bougas répondent, ils ont posé la question, en qui genre ils te paient vendre l'eau qui n'est pas potable. Et ils te répondent, président de la commission là, laconiquement en disant, quel interlocuteur que j'avais en face. Et ça, c'est important que nous gardions ça, et c'est un bilan qu'on peut retrouver CLCP, puisque c'est dans le Parlement. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Mais par contre, en c'est ça nous dit là. En fait, comme toujours, nous avons un problème en pays là, ça, nous voulons résoudre en cause. Et nous ne voulons pas travailler ce fait là. Problème à l'eau, nous, ce n'est pas un vrai problème. En cas expliquer pourquoi. L'eau à Kazanou, c'est ça qui a créé une histoire des hommes. On y monde qui, à la fin des années 60, tracé le réseau de l'eau là, à coup de baramine, à coup de pelle, à coup de pioche. Et ces grands monde-là, ça, à penser, ni des toi qui vivent toujours, puisque en chaque rentré dans les grands fonds, là, ils vont regarder quand ils font des travaux à eux, l'eau va couler sans jeu de mots. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut mettre en place un réseau d'adduction. Et question là, posée là, que tout le monde a chiffré de l'eau, mais pour le monde, pas ni plan à circuler de l'eau. Parce que l'eau qui réseau là, ils mettent en place à la fin des années 60, je dis là, ni route qui passe en l'air, ni case. Non, certain nombre d'habitants, et là, on va avoir des gens qui annoncent à coup de millions,
a toujours attiré par sa commande de moi, où il prend base là, ça, puisque nous toujours qu'à réparer des titres. Mais nous pas ni circuit là encore. Avant, pour ne pas oublier que le circuit a d'autres aussi passé, il était passé par Gosier et puis il a échoué en Bertrand. Oh, c'est bizarre, là nous faisons réseau à de l'eau agricole, il sortit directement Capesset et monté Petit Canal. Il faut nous aussi réfléchir, qui nous avons fait, pourquoi nous avons fait comme ça. Mais bon, ça nous crée les soleils. Lorsqu'on parle de l'eau, il faut parler de l'architecture en Guadeloupe. Avant, la famille a nous tenu déjà plus d'intelligence qu'aujourd'hui là, puisque pour tenir réserve en Bakazao. D'accord? Ils ont imposé nous des lois de construction disant effectivement qu'il faut prendre une système dans Kazao parce que ça va mettre humidité, parce que ça n'est pas potable, tout ça oublié. D'accord? Lorsqu'on parle de l'eau, il faut parler d'assainissement. Au départ, quand nous tenons une fosse septique. D'accord? Après ça, il dit nous, il faut nous acheter une fosse septique en plastique. Mais il y a toujours des cas pour assainissement les factures. Donc, vous parlez de mon l'argent, quand tout décattement l'argent là, ça. D'accord? Il y a des cas faut payer assainissement alors que vous avez une fosse septique à l'ancienne. C'est-à-dire que vous pouvez mettre Tiffan dedans, vous pouvez mettre roche, vous pouvez fermer. Oui. Après, il dit effectivement qu'il faut acheter, parce que c'est le nombre d'hygiène, pour projet connecter en réseau. Ce n'est que dernièrement, là où on a commencé un projet de vérifier si tout le monde est connecté, tout le monde commence à poser des questions. C'est-à-dire que depuis les l'année, vous devez payer assainissement alors que pas de assainissement en Guadeloupe. Et pour cause, pas de tout schéma qui était fait. Enfin, non, il ne faut pas dire ça. Le schéma a été fait, mais nous n'avons pas fait des raccordements. Nous bons à l'habitant en Guadeloupe, c'est que nous ne faisons pas l'habitant, mais nous ne faisons pas entretenir. Et encore envoyer les autres à d'autres habitants pour être les routes, nous pouvons rentrer dans sa passage. Troisième point, c'est que lorsqu'on parle de l'eau, il faut parler d'organisation d'un territoire. Tout le monde n'a pas besoin de l'eau. D'accord? Sur nos zones agricoles, nous avons besoin d'une eau spécifique. Donc, mais nous avons toujours mélangé tout le vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons fait des packages. Nous passons un territoire sec. Et en cas posons une question aujourd'hui là, nous pouvons répondre. Quand nous avons fait Moro et Von Barrage. Puisque le problème à nous, c'est gestion de l'eau. Le problème à nous, c'est gestion à rivière. Le problème à nous, c'est de savoir effectivement pourquoi les bâtiments qui construits à la fin des années 50, il y a toujours une décharge d'eau de 10 litres, de 15 litres. C'est-à-dire qu'en fait, si nous avons l'usage de l'eau, nous payons un produit, trois fois production de l'eau pour l'usage. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, au lieu de nous prendre nous pour faire éducation, pour faire pédagogie, nous avons un ticket de ça, qui m'a mangé, qui m'a pas mangé. Sans dire la vraie, l'eau payée les campagnes électorales, l'eau payée les tours de la Guadeloupe, l'eau payée un certain nombre d'habitants que ça est bien vers le système français, c'est qu'on a des traces. D'accord? Et là où vous regardez ça, moi, je comprends que ça a été dit. Il veut dire, si effectivement, il reste agressé par toi pendant 50 ans, je dis, je ne peux pas dire rien. Parce que, pour compte les salariés du SAG, parce que vous pouvez dire effectivement, ouais, mais c'est bien gentil, mais pendant 50 ans, quand il a fait, il décidait à non. Et c'est peut-être ça le problème à nous, c'est que nous toujours avons un problème à l'envers. D'accord? Les gens font des appels d'offres, dernière fois, là, en disant effectivement que là, ils peuvent venir au pouvoir, ils peuvent régler l'eau dans 6 mois. Mais c'était simplement pour les ou bien, vous regardez depuis les ils disent, putain, compliqué. D'autres ont des compétences qui ne sont pas des compétences à eux. Ils revoient l'État. Oui. D'autres monde effectivement dit effectivement qu'il n'y a pas de compétences. Mais l'élection arrivée, il dit qu'il règle le problème à tout là. On est dans ce qu'on appelle un jeu de chaises musicales et de poker menteur. D'accord? L'eau là qui prend 50 à 60 ans avant de régler parce qu'on n'a pas de bitin pour régler à dans l'eau là. Mais on ne peut pas dire qu'on peut régler l'eau en 3 ans, mentir à mentir. Et même là, on voit, préfère faire un coup de bluff. Regardez bien pourquoi ils font un coup de bluff. Et qui côté coup de bluff la marché. D'accord? Oh, il y a un point personnel, soi-disant, puis il réglé le SIAG, problème à l'ESIAG. Qui est-ce qui était président à l'ESIAG? Et qui est-ce effectivement, préfère la viser à travers l'ESIAG? On a un certain nombre de questions, puisque on ne pas oublier que depuis 50 ans, on est à l'école et on n'est pas couillon. Donc, nous avons la capacité, effectivement, de faire des passerelles. D'accord? Encore une fois, nous avons une manipulation à grande nature. Ou qui m'a apporté pédale dans ça, c'est encore les malheureux. Là, on dit madame Kadio, effectivement, qu'il y a 1400 € de l'eau bail. Non, mais les gars, il faut nous sérieux. Qui j'en peut voyer 1400 € de l'eau pour madame? Il retraité, ou ça, effectivement, il retraité. D'accord? Là aussi, il faut nous sérieux parce que
Ça aussi là, c'est vrai, ni on a piste financier à dans de l'eau là, mais Madame là, ça, il pas dans la fête de l'eau. Madame là, ça, il pas dans les limousines qu'il a loué dans les années 2000. Madame là, ça, il pas dans 6 jours où effectivement, qui nous a dernier le centre des arts. L'autre a loué le centre des arts sur 4-5 jours. Champagne et artistes. Donc, il faut nous sérieux. Nous avons une difficulté, c'est que les acteurs de l'époque nous besoin de tranquillement. Non. Si nous avons un problème, nous allons nommer le problème. D'accord? Et de toute manière, pourquoi moins faut nous sérieux ça? L'État décide effectivement qu'il a demandé les impôts de saisie. D'accord? Avec bien entendu l'aval des présidents de PCI. Puisque c'est décidé que c'est le moyen pour récupérer l'argent. C'est là l'État qui a dû effectivement ou pas doué. Et donc forcément, on ne peut pas faire marche arrière, puisqu'on y l'aide du C. Moun monter, descendre en télé, en radio politique. Non, ce n'est pas yo, mais en final de compte, l'ordre pour recevoir l'ordre dévoyé au courrier bar avec accusé de réception. C'est que non monde qui va l'autre là de récupérer son là. Donc, nous avons un jeu de procureur menteur, alors qu'en final de compte, nous avons deux gros problèmes pour nous régler. L'usage de l'eau, d'accord? Ça veut dire effectivement, qui projette nous des sociétés pour l'eau? Parce que dans ce territoire-là, qu'on a Guadeloupe, qui est archipélagique, on veut dire effectivement que si on veut développer, les collectivités ont des choix à faire. C'est soit on va faire case, soit on va faire agriculture, soit on va faire production. Or, si ces questions-là, ça nous pas au clair, je ne sais plus qui disait ça sur le plateau, nous toujours dans des guerres d'ego. On peut déterminer, il faut savoir effectivement qui est orientation ou pas, non pas communal, mais l'archipel de Guadeloupe. Nous avons chance que nous en archipel, mais nous toujours qu'à jouer, comme effectivement nous avons petit lolo. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas gérer Tibitan, nous, parce que c'est petit pouvoir en nous. Non, à partir du moment où nous pouvons décider ensemble, à partir du moment où nous pouvons tenir compte des ingénieurs économiques qui, effectivement, ils vivent toute la journée en Guadeloupe, ils ne vont pas venir pour 3 mois, ils ne vont pas venir pour 6 mois, et donc ils sont au courant, effectivement, de qui j'aime à fonctionner. Mais à partir du moment où nous sommes d'accord pour s'éviter à ça, le problème est réglé, mais le problème est réglé sur 20, 30 ans l'année. Parce qu'on a 32 communes, on a 30 communes, c'est 32 qui sont en déficit, à part leur retrouver l'argent. D'accord? L'État commande effectivement de réunion civile vers l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, l'État a dit, bon, les gars, je suis responsable, mais je ne suis pas vraiment responsable. Hein. Ouais. Si vous voulez que j'intervienne, il va falloir que vous vous entendiez. Mais qui n'a pas fait le contrôle? C'est pas moi. D'accord? Le contrôle de l'égalité, c'est quand même la chose qui est celle de la préfecture. Donc, il faut qu'on s'intéresse effectivement dans le fait que la plupart des gens ne jouent pas le jeu, mais on est toujours dans une espèce d'approche de GBC, de courtoisie. On ne peut pas avancer les gens. Donc, la question de l'eau et de l'argent de l'eau, ben, c'est sur les 30 prochaines années qu'on aura la difficulté pour régler ça, mais ce sera vous et moi sur nos impôts, par les personnes qui ont bénéficié, parce que la plupart, il y aura moins en dégrené. Les mêmes qui payent, quoi. Oui. Et Madame Christophe, oui, son analyse oui. sur le problème de l'eau. Sur le quotidien, des patients, que je rencontre, les personnes fragiles. Voilà. Eh bien, le quotidien des personnes fragiles, d'année en année, je vois de plus en plus de pièces remplies de bouteilles d'eau. Je vous assure que c'est vrai. Vous avez des pièces entières remplies de bouteilles d'eau. Je vais chez des patients, chez des chroniques fragiles, des personnes qui sont alitées, d'accord, ou alors qui sont en grande difficulté pour pouvoir se déplacer. Eh bien, quand j'arrive chez cette personne à 8h du matin pendant un mois, monsieur, il n'y a pas une goutte d'eau dans la maison, pendant un mois. Si bien que quand vous n'avez pas d'eau, alors dans la réalité de cette personne, elle peut pas laver. Ce sont des personnes qui vivent seules, souvent qui sont isolées. Donc, pas moyen de laver, les vêtements, de subvenir à l'ordinaire. Hein. Donc, les toilettes, les vêtements, les draps, etc. Alors, quant à faire le soin d'hygiène, vous imaginez que quand on fait des soins d'hygiène, d'accord, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, le soignant ou bien l'auxiliaire de vie, quelle que soit l'aide qui est là, l'accompagnant, est obligé de transvaser, donc, puisque c'est ça la réalité, monsieur. La réalité, c'est que on a une population qui est de plus en plus compliante, c'est même plus de la compliance. C'est même plus de la compliance. Moi, des fois, j'arrive, je vous assure que quand je fais une tournée de patients, des fois, je me dis, mais comment notre population est devenue aussi obéissant, je
j'ai même pas le terme. Les gens ne se révoltent même plus. Lorsqu'ils reçoivent les factures, ils ne se révoltent plus. Et c'est vrai quelque part qu'en fait, il y a une sorte de rage, excusez-moi, de rage un petit peu intérieure, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'élus qui ont fait leur beurre là-dessus. Moi, je fais partie de la population. Quand j'ai commencé à exercer, c'est vrai que j'ai vu dans je suis de Capesterre, donc vous connaissez un petit peu le passif de Capesterre, avec des élus qui ont qui ont fait leur élection sur le problème de l'eau, qui ont été élus sur le problème de l'eau. Et moi, j'ai vu des patients qui me présentaient des factures et pour lesquels je devais faire des courriers. On faisait des courriers pour montrer quel était l'existant, d'accord, des personnes qui avaient au quotidien, il ne leur restait que plus que 200 € pour vivre, monsieur. À l'époque, c'était pas 200 €, vous comprenez ce que je veux dire. Nous avons moi j'ai des patients, les patients, ils ont 600 € de retraite. 600 € de retraite. Imaginez-vous que vous ayez 600 € pour vivre. Tout état de cause, c'est très compliqué, c'est très difficile de vivre avec... Allez, c'est déjà la fin. Hein. Oui, mais je vois, c'est la fin. Nous sommes dans 10 minutes, 10 minutes. Non, il m'a dit 3 minutes. Ah bon? Vas-y. Non, je disais qu'effectivement, il était très difficile, mais concernant ce troisième thème qu'on n'a pas eu vraiment le temps de développer parce que nous avons été tellement enchantés des propos de M. Raimondo, de Chantal Christophe et des invités du canal, M. Barbin, M. Agapé. Justement, je souhaite, M. Agapé et M. Barbin, si possible, vous donner la parole 10 secondes pour que vous puissiez transmettre vos coordonnées parce que des personnes m'ont appelé et souhaitent avoir vos contacts concernant peut-être pour achat en cas, au tambour, en guitare, réglage en bitin. Donc, est-ce que vous pouvez très rapidement communiquer vos coordonnées en direct tout de suite sur le plateau? Agapé, monsieur Barbin, oui. Alors, Barbin Claudius, route de la Riviera, Gaugiao. Alors, au téléphone, 0690 72 60 52. Et le fixe, 0590 84 47 99. Monsieur Agapé. Voilà, donc Joseph Agapé, donc Agapé Luthier. Alors moi je suis à Bosse-Redon, donc sur la route de Bosse-Redon, et le numéro de téléphone sur lequel on peut me joindre c'est le 0690 215 315. Bien. Allez, bon c'est déjà la fin. Mais je vais quand même remercier le technicien Zébris et en lui disant que merci pour la trentaine de secondes qu'il nous a rallongé en fait, qui nous donne gracieusement. Je souhaite et je remercie tous nos invités, M. Rimoto, Chantal Christophe, il y a le Kemal Espine qui est encore pris par des obligations de soins chez une patiente et qui s'excuse à nouveau. Je remercie mon ami, frère de très longue date, René Beauchamp, de sa présence et bien évidemment M. Barbin et M. Agapé et Mandré Abakaobliéou. Et je rappelle quand même que la semaine prochaine, nous aurons sur le plateau une invitée de marque, mais elle sera en visio. Parce qu'il y a Corinne Fanfan et qui vient de sortir un album génial, un bijou. Et on aura aussi monsieur, il était monsieur, oh là, j'oublie le nom, Mandré. Oui, je vous écoute, je t'écoute. Et ben, qui nous a camarade là, nous voyez là. Why? Alors là, c'est lui, c'est nous avons fini, il y aura fait moi signe. On recevra Guadeloupe Symphonie. C'est lui le leader, le membre fondateur, le créateur de Guadeloupe Symphonie. Et sa sœur s'appelle Marilyn. Mais bref, ils ont fait une prestation à Cuba. Il y a eu un échange extraordinaire. J'ai visionné quelques images et je promets à la population aussi de vous faire partager ces images-là, de vous faire découvrir un peu ce que nos Guadeloupéens, nos artistes guadeloupéens sont en mesure et sont en capacité de faire au quotidien. Voilà.
Le nom du camarade, là, c'était Christian. Je sais que son frère est philosophe. Christian Darmé, voilà. Bon, allez, donc on termine à dimanche, si vous voulez bien, pour une autre émission. Passez une excellente journée. On va